Égypte ancienne, la magie faisait partie du quotidien des gens, ne serait-ce que par le port des amulettes censées protéger, repousser les mauvais esprits et démons ou permettre à leurs porteurs d'acquérir certains bénéfices, comme par exemple la fécondité pour les femmes. Dans la vidéo Comment bien choisir son amulette en Égypte ancienne, nous avons vu que la magie de ces talismans allait bien au-delà de leur représentation. De fait, la magie était aussi bien présente dans la sphère des vivants que dans la sphère des morts, et tout autant dans la sphère privée que dans la sphère publique ou royale. Or, très tôt, les premiers rois d'Égypte ont mis en place toute une série de codes et d'attributs pour les distinguer du commun des mortels. Logiquement, ils ont utilisé à leur avantage les propriétés de la magie pour annihiler le pouvoir de leurs ennemis et les affaiblir, sinon les vaincre, par un autre biais que la confrontation physique de leurs armées respectives. En Égypte ancienne, l'image était dotée de magie, activée par un rituel ou par l'intention qui lui était donnée lors de sa réalisation. C'est ainsi que les fameuses stèles pancartes, où l'on voit profusion de nourriture ou tout simplement la figuration d'aliments sur les murs d'une tombe, étaient censées détenir le pouvoir de nourrir le défunt pour l'éternité, par la simple représentation de quelques aliments éventuellement amplifiés par des quantités indiquées à côté en hiéroglyphes. Logiquement, le roi a utilisé le pouvoir de l'image pour le retourner contre ses ennemis en se mettant en scène dans des situations de victoire éclatantes. Tout comme l'image, l'écriture égyptienne était dotée de magie. En premier lieu, dans le discours énoncé, ce qui permettait par exemple aux Ushepti, les serviteurs funéraires, de prendre vie au royaume d'Osiris et d'exécuter à la place du défunt les tâches qui lui incombaient dans l'au-delà. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous recommande la vidéo que je leur consacre sur la chaîne Nefertitube. Par ailleurs, les hiéroglyphes eux-mêmes pouvaient avoir un pouvoir magique indépendant des phrases qu'ils formaient. C'est ainsi que pour conjurer la dangerosité de certains animaux, les Égyptiens n'hésitaient pas à les représenter la tête décapitée ou le corps coupé en deux. De la même manière, des textes valorisant l'ascendant du roi sur ses ennemis venaient en complément des scènes ou en remplacement. L'art égyptien est empreint de codes et de conventions qui, sans être forcément cachés, nécessitent d'être connus au risque sinon de mal comprendre la scène figurée. L'une de ces conventions, très tôt instaurée, consistait à utiliser la taille non comme critère réaliste, mais comme code indiquant l'importance sociale de la personne. C'est la raison pour laquelle les enfants sont souvent représentés à des tailles irréalistes par rapport aux adultes, et que les femmes sont traditionnellement figurées plus petites que leurs époux. Ici, le nain Sénèbe dépasse malgré tout son épouse et ses enfants. Et dans de nombreuses scènes, les serviteurs sont figurés avec une taille insignifiante. Logiquement, l'iconographie royale a abondamment exploité cette convention qui montre toujours le roi écrasant de toute sa hauteur ses sujets comme ses ennemis. On le voit ici sur cette scène montrant Toutankhamon dans toute sa splendeur sur son char. Il n'y a même plus la place de figurer son écuyer. Il est en train d'écraser ses ennemis sous les sabots de ses chevaux, sous les roues de son char, tandis que d'autres tombent sous les coups de ses flèches. Qu'ils soient égyptiens ou étrangers, tous les personnages de la scène ont été figurés comme des personnes miniatures comparées au roi.
L'attitude du roi est très clairement la première chose qui exalte sa domination sur ses ennemis. Toujours figuré de manière athlétique et dans la force de l'âge, le souverain d'Égypte est systématiquement dans une attitude de domination absolue, écrasant, menaçant ou sur le point d'exécuter ses ennemis. Dans cette scène se glisse un autre élément de pouvoir magique que j'évoquerai plus en détail dans une prochaine vidéo intitulée Magie et chevelure en Égypte ancienne. En l'occurrence ici, le pharaon tient ses ennemis non pas par une corde ou par leur cou, mais par les cheveux, car ces derniers étaient également dotés de magie dans l'Antiquité égyptienne. Par le pouvoir de l'image, la domination physique du pharaon était censée être prolongée sur un plan magique et favoriser le souverain en cas de conflit. À la stature et à l'attitude dominante et victorieuse du roi faisait écho la position misérable et vaincue des ennemis de l'Égypte, toujours de taille plus petite que le pharaon. Lorsqu'ils ne sont pas figurés, une corde autour du cou, les bras liés dans le dos, éventuellement tordus dans des positions douloureuses, ils sont figurés de façon périlleuse, tenus par les cheveux et menacés par le roi d'Égypte. Une fois encore, par le pouvoir de l'image, la position et l'attitude des ennemis en prisonniers ne pouvaient qu'augurer une domination à tous les niveaux de l'Égypte sur les pays rivaux. Dans certains cas, le support de représentation pouvait lui-même servir à l'emprise magique du roi sur ses ennemis. C'est ainsi que sur une paire de sandales et également sur le repose-pied découvert dans la tombe du roi Toutankhamon, peut-on voir les ennemis du souverain figurés comme des prisonniers en position dominée. À chaque fois que le souverain se chaussait de ses sandales magiques ou qu'il posait ses pieds sur le repose-pied royal, il écrasait physiquement ses ennemis, un état de fait qui se doublait d'un fort impact magique. Dès la fin de la préhistoire égyptienne, les rois du Nord et du Sud ont mis en place toutes sortes de codes de propagande pour impressionner leur peuple et leurs ennemis. Des codes qui se doublaient d'une valeur magique qui a fini par être oubliée au fil du temps, mais qui était pourtant primordiale dès leurs origines. Si t'es toqué d'Antiquité, t'as qu'à liker tout en cas tu.